Bonjour à tous, je suis M. Ngameni, enseignant de mathématiques. Et aujourd'hui, nous aurons à travailler notamment sur un chapitre très important, la logique et raisonnement mathématique, notamment, qui est une très grande branche de l'algèbre. On va commencer avec le premier thème, le thème 0, qui renvoie à la logique et raisonnement mathématique. Ok. Dans cette logique, qu'est-ce qu'il est question pour nous de voir en premier plan? Il est question pour nous ici de voir la notion de proposition, d'action, de conjonction, de disjonction, d'implication et d'équivalence. Bien évidemment, définir quelques phrases quantifiées. Et après avoir défini les phrases quantifiées, il sera question pour nous de résoudre naturellement quelques exercices assez classiques. Okay. Sans toutefois tarder, lançons-nous directement vers le vif du sujet. Ok. Au début, il est question pour nous de connaître, n'est-ce pas, les piliers fondamentaux sur lesquels reposent les mathématiques. Donc, on va d'abord comprendre ce qu'on appelle axiomes, les axiomes, ensuite les propositions ou alors des assertions. Proposition ou assertion. Et une fois qu'on aura défini la notion de proposition-assertion, on verra par la suite ce que c'est qu'un prédicat. Et avec la notion de prédicat, on pourra, n'est-ce pas, naturellement attaquer les mathématiques. Mais déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que la mathématique est une science. Et cette science, naturellement, repose sur des piliers. Et ces piliers, généralement, n'ont pas nécessairement besoin d'être vérifiés. On les admet vrais sans nécessairement avoir besoin d'une preuve de vérité. Et ce sont ces piliers-là qu'en mathématiques, on appellera des axiomes. Un axiome est un élément mathématique qu'on admet toujours vrai, sans nécessairement avoir besoin de preuves. Quand j'ai un élément, ce n'est pas un objet appartenant à un ensemble. Attention. Ok. Nous avons également la notion de proposition ou assertion. On dira tout simplement qu'une proposition ou une assertion est une phrase française qui admet deux issues possibles. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Exemple, si je dis 2 est plus grand que 4, c'est soit vrai, soit fausse. Comme là, 2 est plus grand que 4 est faux. Et si je dis 10 plus grand que 5, c'est vrai. On ne peut pas être à la fois vrai et faux en même temps. Donc, c'est pourquoi je dis une assertion ou une proposition est une phrase ou alors est un langage mathématique ou alors une expression mathématique considérée soit vraie, soit fausse. Jamais les deux en même temps. Okay. Maintenant que cette notion est instruite, à partir de ces éléments, on peut définir la création des propositions, la création de nouvelles propositions à partir de certains connecteurs logiques. On va donc voir le cas de la disjonction des cas. Si je prends la disjonction, je définis deux propositions. On peut définir deux propositions. Dans la disjonction des cas, on définit deux propositions P et Q. Voilà ma proposition P, la proposition Q. Ok. Maintenant, en présence de ces deux propositions, je peux naturellement dire que je définis une nouvelle proposition qui sera la disjonction de la proposition P avec la proposition Q. On va donc noter ça comme ceci. P ou Q, qui est bien évidemment la proposition P ou Q, naturellement. Donc, on dira que dans la disjonction des cas, la proposition P ou Q est une proposition vraie si au moins l'une des deux propositions est vraie. C'est-à-dire si soit P est vrai ou alors soit Q est vrai. Donc,
naturellement, si l'une des deux propositions est vérifiée, alors la proposition issue de la disjonction des deux précédentes sera automatiquement vraie. Et si on veut tracer la table de vérité associée, on verra que si je trace un arbre de choix qui définit les différentes combinaisons possibles, on aura pour la proposition P, on a deux cas de figure. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Maintenant, je peux définir la seconde proposition qui est la proposition Q. Q est soit vraie, soit fausse. Donc, on peut avoir la configuration P vrai, Q vrai. À la fin, la proposition P ou Q sera automatiquement vraie. Elle sera vraie. Maintenant, je peux avoir P vrai, Q fausse, et la proposition P ou Q sera comment? Sera automatiquement vraie. Parce qu'au moins, c'est l'une d'elles est vraie. Maintenant, si j'ai P fausse, je peux avoir la proposition Q vraie, Q faux. Et dans ce cas ici, on dira que ici c'est vrai, parce qu'au moins l'une des deux propositions est vraie. Et ici, elle est fausse totalement, parce que aucune des propositions n'est vraie. Et on voit donc que dans le cas de deux propositions, on a eu 4 combinaisons possibles. Dans le cas d'une proposition, on a eu un cas possible. C'est la même chose que dans le cas naturellement de 3 propositions, on aura 2, 2, 2, 2, à savoir 2 fois 4, 8 propositions. Donc, le nombre de cas est égal à 2 fois à la puissance le nombre de propositions. Donc, si j'ai représenté ça, on verra donc naturellement que si j'ai Q, je peux avoir 0, ou du moins vrai, faux, vrai, faux. Et dans cette optique, on voit que pour la proposition Q, ce sera naturellement vrai, vrai, faux, faux. Et là, j'ai touché tous les cas. Maintenant, étant donné donc que j'ai touché tous les cas, il est question pour moi de savoir est-ce que, à ce niveau, est-ce que je suis bien dans la configuration demandée? Qu'en est-il de la proposition P ou Q? J'ai P vrai, ça veut dire automatiquement c'est vrai. J'ai P vrai, ça veut dire déjà que l'une d'elles est vraie, donc c'est vrai. Ici, j'ai l'une d'elles qui est vraie, donc c'est vrai. Ici, rien n'est vrai, ça veut dire que c'est faux. Je prends un exemple assez banal, un exemple classique. Je dis, mon fils est fort en mathématiques. Si dit que mon fils est fort en mathématiques, ça veut dire que soit il est fort en analyse, ou alors il est fort en géométrie. Donc, du coup, on voit donc que si l'enfant, mon fils, est fort en géométrie, alors mon fils est fort en maths, parce qu'il est fort en géométrie. Maintenant, si je dis mon fils est fort en analyse, ça veut toujours dire qu'il est fort en maths. Parce que pour être fort en maths, il faut être fort soit en analyse, soit en géométrie. Maintenant, si mon fils est fort en analyse et en géométrie, alors mon fils est fort des deux côtés. Donc, du coup, il est fort en maths. D'accord? Maintenant, s'il n'est ni fort en géométrie, ni fort en analyse, alors là, c'est baltringue. Du coup, il n'est pas fort en maths. Pas du tout. D'accord? Après avoir vu la disjonction des cas, il est important pour nous d'instaurer une troisième notion qu'on va appeler naturellement la conjonction des cas. La conjonction des cas est une proposition, vu que conjoncté, c'est un opérateur, la conjonction est un opérateur logique. Le rôle de la conjonction des cas ici, naturellement, c'est de prendre en compte deux propositions et définir une nouvelle. Et naturellement, lorsqu'on veut faire la conjonction de P et Q, de P, la proposition P avec la proposition Q, on va la noter P et Q. Ou alors P et Q. Je tiens à préciser que ce OU est différent du PPCM, de deux valeurs qu'on verra en arithmétique.
Et ceci est différent du PGCD des deux éléments qu'on verra en arithmétique, ou alors différent du produit vectoriel pour ceux qui ont eu l'espace à manipuler les espaces vectoriels en classe de terminale et qui voient que bon, le symbole est intéressant. Bon, dans cette configuration-ci, nous voyons donc que la conjonction des cas de deux propositions est vraie lorsque les deux sont simultanément vrais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conjonction de la proposition P avec la proposition Q est une nouvelle proposition qui est vraie lorsque les deux propositions sont simultanément vraies et fausses dans les autres cas. Si je dis on est fort en mathématiques, si on est fort en analyse et en géométrie, ça veut dire que si tu n'es fort qu'en analyse, tu n'es pas fort en maths. Si tu n'es que fort en géométrie, tu n'es pas fort en maths. Maintenant, si tu es fort des deux côtés au même moment, alors oui, on dira que tu es fort en maths. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, on n'est pas fort en maths, n'est-ce pas? D'accord. Si on veut tracer dans la table des vérités associées, on est en présence de deux propositions. Automatiquement, on aura 4 issues. 2 à la puissance, 2 à la puissance k, 2 à la puissance 2, autant pour moi. Donc, on aura la proposition P et Q. Vrai, faux, vrai, faux. Vrai, vrai, faux, faux. OK. Maintenant, donc, pour lister les cas, on a dit qu'elle était vraie lorsque les deux étaient simultanément vérifiés. Du coup, à ce niveau, c'est vrai. À ce niveau, c'est faux. À ce niveau, c'est faux. À ce niveau, c'est faux. Pourquoi? Parce que cette proposition-ci n'est pas vraie. Elle est fausse à ce niveau. Elle est vraie, P est vrai, Q est fausse. Donc, les deux ne sont pas simultanément vrais, du coup, c'est faux. Elle est fausse, elle est vraie. Les deux ne sont pas simultanément vrais, du coup, elle est fausse. Et ainsi de suite, on obtient ça. Bon, une fois qu'on comprend la notion de conjonction, disjonction, il est aussi important pour nous de comprendre la notion de négation d'une proposition. Ça veut dire quoi la négation d'une proposition? Ça veut dire que si je dis j'ai mangé, la négation de j'ai mangé, c'est je n'ai pas mangé, naturellement. Donc, la négation d'une proposition se retrouve être une proposition que lorsque P est vérifiée, elle n'est pas vérifiée. Donc, elle oppose totalement le sens des choses. Donc, on dira que, on verra le cas de la négation. Négation des propositions. La négation de la proposition P sera notée comme ceci, non P, ou alors elle sera notée P bar, ou elle sera notée non P entre parenthèses. Donc, voilà la représentation de la négation de la proposition. Ça veut dire que si j'ai une proposition P et je veux sa négation, on verra que la proposition non P, P a deux issues, soit elle est vraie, elle est fausse, et sa négation, quand elle est vraie, elle devient fausse. Quand elle est fausse, elle devient vraie. Donc, elle oppose contrairement le sens des choses. Et sans plus tarder, nous allons toucher l'élément phare, l'élément même qui définit les raisonnements, parce qu'on peut transformer tous ces éléments en une forme, n'est-ce pas, de celle que je vais introduire actuellement, qu'on appelle l'implication. Attention, l'implication est vraiment importante en mathématiques. D'accord? C'est un cas vraiment classique, très important, qui nous permet, n'est-ce pas, ici de visualiser les cas et d'être très proactif dans la résolution des exercices. OK. Dans l'implication, on dira que l'implication de deux propositions, la proposition P avec la proposition Q, notez P implique Q, ou alors si P alors Q, ou Q dès que P. Q dès que P, si P alors Q, P implique Q. Ce sont des propositions, c'est une proposition assez intéressante. Pourquoi? Parce que celle-ci est fausse uniquement lorsque la première est vraie et la seconde est fausse. Donc, je dirais, j'ai ma proposition P, j'ai ma proposition Q, j'ai ma proposition P implique Q. Ou alors, si P alors Q, ou Q dès que P.
À ce niveau, j'ai vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux. Maintenant, si je vais remplir, je dirais que, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que P implique Q est fausse lorsque, simultanément, P est vrai, Q fausse. Donc, à ce niveau, parce que le vrai implique le faux est totalement faux. Du coup, là, ce sera faux et vrai dans les autres cas. Vrai dans les autres cas. Donc, voilà un peu en gros ce qu'on appelle par implication. Bon, maintenant, dans la pratique, vous voyez donc que j'ai un seul élément faux dans cette colonne et dans la conjonction des cas, pour montrer que la conjonction de deux propositions est vraie, je montre tout simplement que chacune de ces propositions est vraie dans les conditions définies. Ici, pour montrer que une implication naturellement est vraie, c'est montrer que soit les deux sont simultanément vrais, soit au moins soit la première est fausse, la seconde est fausse, du coup elle est fausse, soit la première est fausse, mais la seconde est vraie selon les conditions prédéfinies. Du coup, l'implication est vraie. Mais si je veux définir la négation de P, la négation de P implique, on voit que ça me donne quoi? Ça me donne ici, on a dit la négation, c'est l'opposé. Donc ici, ce sera faux, parce qu'elle est vraie, là c'est faux, ce sera vrai. Faux, faux. Donc, en gros, si je veux démontrer une implication, je peux raisonner par la méthode directe. Je suppose le premier vrai et je montre le second. Parce qu'en supposant le premier vrai, je suis dans ces deux cas de figure. Je dois arriver en supposant le premier vrai à une conclusion où le second est vrai ou le second est faux. Maintenant, si le second est faux, ça veut dire que l'implication est fausse. Mais si la proposition seconde, autant pour moi, elle est vraie, ça veut dire que l'implication est vraie. Ça, c'est le raisonnement direct. OK. Ou alors, je raisonne par la négation de la proposition. En gros, c'est une méthode qu'on va introduire, que je vais introduire plus tard et essayer de vous expliquer un peu les différents types de raisonnement. Dans des exemples, bien évidemment. OK, nous avons l'implication. Nous pourrons également avoir ce qu'on va appeler l'équivalence. L'équivalence de deux propositions, à savoir P équivaut à Q, ou alors P si seulement si Q, ou alors P implique Q et Q implique P. Est vrai, cette nouvelle proposition construite, elle est vraie lorsque les deux sont simultanément vrais ou simultanément fausses. Donc, on verra que, et elle est notée, bien évidemment, P équivalent à Q. On va donc, si j'ai ma proposition P, Q, P équivalent à Q, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai, faux, faux. On dira donc que elle est vraie lorsque les deux sont simultanément vrais ou simultanément fausses et fausses dans les autres cas. En gros, voici l'équivalence. Voici comment on fait pour construire la table de vérité associée à une équivalence. Maintenant, il y a également ce qu'on va appeler les propriétés liées à ces opérateurs. Naturellement, on va les lister. On va les lister. On va lister, n'est-ce pas, les propriétés associées à ces propositions nouvellement construites. On dira donc en propriété, les propriétés. En propriété, on aura la première, la négation d'une proposition va me donner la proposition en question. Si je fais P bar bar, j'obtiens naturellement P. Attention, c'est le contraire, l'opposé, la négation, mais qui ne renvoie pas toujours à P bar, qui est l'événement contraire dans un univers associé aux ensembles des issues. Il est bien vrai, c'est la même synergie, mais nous ne sommes pas également dans un sens topologique. On dira que P bar, n'est-ce pas, c'est l'adhérent de P. Parce que là, il ne s'agit pas des ensembles. On verra la nuance de ces choses au fur et à mesure qu'on avancera. En petit 2, on a la négation, bien évidemment, de
P et Q, qui va me donner non P ou non Q. En petit 3, on aura la négation de P ou Q, qui va me donner non P et non Q. Nous avons également un petit 4 qui est la distributivité, P et Q ou R, qui va me donner P et Q ou P et R. C'est comme A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C. C'est la même chose avec P, O, Q et R, qui va me donner P, O, Q et P, O, R. On a également un sixième qui nous dit que P implique Q est logiquement équivalente à non Q entraîne non P. Et ceci, c'est la contraposition ou la contraposée de l'implication. On peut aller bien loin que ça. On peut définir une septième proposition, à savoir la négation de P non, à savoir P implique que Q est logiquement équivalent à non P ou Q. Donc, si j'ai P implique Q, elle est logiquement équivalente à non P ou Q. Ce sont des propriétés très importantes qui nous permettent, n'est-ce pas, naturellement de comprendre le sens des choses. Ceci, on voit donc qu'avec ça, on peut donner une huitième qui sera même la base d'un raisonnement lorsqu'on va entrer dans la partie raisonnement mathématique qui va renvoyer, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a eu à faire dans la logique pour pouvoir définir des méthodes de démonstration, à savoir la négation de P implique Q va me donner la négation de non P ou Q. Or, on a dit que la négation de quelque chose au Q, c'est la négation du premier et la négation du deuxième. Ça va donc me faire la négation de la négation de P, qui me donne P, et le ou devient le et, la négation de Q. Donc, si je veux la négation de P implique Q, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Voilà les différents éléments liés aux propriétés qui renvoient, n'est-ce pas, naturellement à la logique mathématique. Maintenant, nous allons rentrer dans la notion de quantificateur. Dans les quantificateurs, lorsqu'on parle de quantificateurs, il en existe deux sortes en mathématiques. Nous travaillerons autant pour moi naturellement avec deux sortes pour le moment. Pour les notions qui, n'est-ce pas, se limiteront naturellement au niveau L2, de terre première en L2, nous verrons, n'est-ce pas, les deux quantificateurs qu'on a eu à manipuler depuis longtemps, à savoir le quantificateur universel, noté A, comme ceci, qui se lie pour tout, ou encore qui se lie quel que soit. Ok. Voilà un élément très important dans, n'est-ce pas, la notion de prédicat. Donc, après le quantificateur pour tout, il y a un second qu'on va appeler le quantificateur existentiel, qui c'est lui. Il existe au moins un élément. Il existe au moins un élément. Ou encore, il se lit autrement, je peux trouver au moins un élément. Ok. Dans la pratique, lorsqu'on va vouloir comprendre le sens d'une phrase quantifiée, on lira pour tout.
Mais lorsqu'on va vouloir démontrer, on va plutôt lire quel que soit. Parce que la lecture de quel que soit peut faire avoir une certaine aperçu de l'aller vers la démonstration. C'est la même chose que le quantificateur existentiel, on le dira, il existe au moins un élément lorsqu'on sera amené à comprendre, n'est-ce pas, la proposition, ou alors le prédicat ou la phrase quantifiée, mais lorsqu'on sera en train de se mettre dans les techniques ou les postures de démonstration de ces prédicats, on lira plutôt le quantificateur existentiel par « je peux trouver au moins un élément ». Ce qui veut dire que je serai amené à construire cet élément ou alors à le chercher. Parce que je dis, je peux le trouver. Si je peux te trouver, alors il est question pour moi de te chercher jusqu'à te trouver. C'est ça qui va définir le cœur, n'est-ce pas, le raisonnement qu'on aura à adopter. OK. Maintenant, ayant défini les quantificateurs, il est question pour nous d'entrer dans la notion de prédicat. On appelle donc, c'est quoi un prédicat? On appelle prédicat ou phrase quantifiée, vous voyez bien le mot quantifié revient, une proposition dépendant d'une ou plusieurs variables modélisées par un quantificateur. Je répète, on appelle prédicat ou phrase quantifiée une proposition qui dépend d'une ou plusieurs variables modélisées par un ou plusieurs quantificateurs. C'est ça le prédicat. Et dans cette notion, il sera important pour nous de savoir quand est-ce qu'on peut définir la négation d'un prédicat ou alors la contraposée d'un prédicat. OK. Dans le cadre de la négation d'un prédicat, on va définir un prédicat. Si je dis pour tout x appartenant à E, P de x, là il s'agit d'un prédicat parce que P de x est une proposition modélisée, définie par une variable, modélisée par le quantificateur universel. Donc en gros, ce monsieur-ci est un prédicat. Si je prends le cas, il existe un x appartenant à E, tel que P de x, c'est également un prédicat. Et dans la négation des prédicats, on verra que, avant même d'y arriver, je peux dire, pour tout x appartenant à E, il existe un y appartenant à f, P de x, y. On voit que là, j'ai une proposition qui dépend de deux variables modélisées par les quantificateurs, l'universel et l'existentiel. Et je tiens à préciser que ce prédicat-ci est totalement différent de il existe un y appartenant à f pour tout x appartenant à E, P de x, y. C'est pas la même chose. Parce que il n'existe la commutativité de deux quantificateurs de nature différente change le sens du prédicat. D'accord? Donc, dans la compréhension de la notion de prédicat, on voit directement qu'il n'y a pas commutativité, des prédicats ou des quantificateurs, autant pour moi. Surtout si elles sont de nature différentes. Mais si elles sont de même nature, on peut les permuter. C'est-à-dire, si je dis pour tout x appartenant à E, pour tout y appartenant à f, P de x, y. C'est la même chose que si j'avais dit pour tout y appartenant à f, pour tout x appartenant à E, P de x, y. Pourquoi? Parce que ces deux quantificateurs sont de même nature, du coup je peux les permuter. Mais si elles sont de nature différente, elles ne commutent pas. Non, elles ne commutent pas. D'accord? OK. Sans toutefois tarder, on va prendre, n'est-ce pas, apprendre la négation des prédicats. Lorsqu'on définit un prédicat, qui sont des phrases comme celle-ci, la négation de ce prédicat, naturellement, revient à commuter le quantificateur universel par le quantificateur existentiel et le quantificateur existentiel par le quantificateur universel. C'est tout.
sans toutefois changer les notions d'appartenance ou la non-appartenance. Bien sûr, et à la fin en donnant la négation de la proposition dépendant des variables. Ça veut dire que la négation de celle-ci, ça veut dire que la négation de cette proposition, c'est il existe un x appartenant à E non P de x. La négation de celle-ci, c'est pour tout x appartenant à E non P de x. C'est vraiment dommage hein, parce que beaucoup d'étudiants de nos jours, au lieu de venir, ils permettent bien, comme je l'ai fait, mais ils changent appartient en n'appartient pas. C'est vraiment dommage. On ne sait pas vraiment ce que vous faites. Et c'est vraiment flagrant de nos jours. Hein. Vous commettez beaucoup cette erreur. Donc, il faut faire attention. Ici, la négation, c'est il existe un x appartenant à E pour tout y appartenant à f non p de x, y. Et la négation de celle-ci, c'est pour tout y appartenant à f, il existe un x appartenant à E non p de x, y. Et ici, naturellement, on voit que c'est il existe un x appartenant à E, il existe un y appartenant à f, non p de x, y. Vous voyez, je ne m'amuse qu'à faire quoi? À remplacer le quantificateur, il n'existe pas pour tout, et le p de x par non p de x, tout simplement. Donc, si on veut faire un exemple assez banal, si je dis, disons n'importe quoi, vraiment, pour tout x appartenant à R, il existe un y appartenant à R plus, tel que y soit égal à x carré. La négation de cette phrase, c'est je peux trouver un x appartenant à R, tel que pour toutes les valeurs de y que je vais prendre, la R positif, y est différent de x au carré. J'ai transformé le il existe pour tout par il existe, le il existe en pour tout, sans changer les appartenances. Et j'ai eu à donner tout simplement la négation de y égale à x carré. Si y n'est pas égal à x carré, ça veut dire que y est différent de x carré. En gros, voilà donc la notion de négation des prédicats. Maintenant qu'on a compris ce concept, il est question pour nous de comprendre ce qu'on appelle la notion, bien évidemment, la notion de raisonnement mathématique. La notion de raisonnement mathématique. Dans le raisonnement mathématique, vous avez un élément assez clair, à savoir notamment, on vous l'a appris en classe de terminale pour les scientifiques, la récurrence. La récurrence, il y a la récurrence mixte et la récurrence faible, la récurrence forte. Donc voilà les trois types de récurrence. Mais sauf que nous allons établir un cours, n'est-ce pas, une vidéo qui parlera naturellement de la récurrence, un autre qui parlera proprement dit de l'absurde et un autre qui parlera évidemment de la contraposée, le raisonnement direct. Pour le moment, je vais mettre en avant déjà les éléments importants et clés de ces différentes méthodes de démonstration. Et puis, les vidéos sous-rubriquées seront, n'est-ce pas, liées à la résolution des exercices dans les TD, les travaux dirigés. Ok. Lorsqu'on veut raisonner, lorsqu'on veut montrer qu'une proposition qui n'a que deux issues possibles est soit vraie, soit fausse, on se pose la question. Montrer qu'elle est vraie, ça veut dire quoi? Montrer qu'une proposition est vraie, automatiquement, ça veut dire qu'on essaie de montrer que la négation de cette proposition-là est fausse. Donc, si on me demande de montrer que P est vrai, ça veut dire qu'en d'autres termes, on me demande de montrer que non P est fausse. Donc, montrer que P est une proposition vraie, ça veut dire qu'on demande de montrer que non P est une proposition fausse. Dans le raisonnement direct, donc, soit je démontre que P est vrai de manière directe,
que ça respecte la construction de l'ensemble vers lequel il est défini, ou alors je montre que la négation est fausse. Ça, c'est le raisonnement direct. Bon, maintenant, donc, dans la pratique, ce qu'on va appliquer, soit c'est le raisonnement direct, c'est le raisonnement dit de l'absurde. C'est donc quoi l'absurde? L'absurde, en réalité, c'est comme on veut montrer que P est vrai, ça veut dire que la négation de P est fausse. L'absurde, donc, consiste à supposer que la négation de P est vraie. Et si la négation de P est vraie dans notre supposition, ça veut dire que P, en gros, est fausse. Donc, on va supposer, dans le raisonnement dit de l'absurde, que la négation de P est vraie. Donc, ce qui veut dire, en gros, qu'on a supposé que P est fausse. Et dans le raisonnement, on va tomber généralement sur quelque chose qui est explosif dans l'ensemble qu'on construit, d'accord, ou l'ensemble modélisant la variable modélisée par le quantificateur. Et vous l'appliquez généralement, on l'appliquera généralement dans le cadre des implications. Si je demande de montrer que P implique Q est vrai, par l'absurde, on dira que on va supposer quoi? La négation de P implique Q. Vrai. On va supposer la négation, la vraie. D'accord? Et supposer la négation de P implique Q, rappelez-vous les propriétés, la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc, on va supposer P et non Q vrai, et on va montrer que P et non Q, avec non Q, ne peuvent pas être simultanément vrai. Du coup, ce qu'on a donc supposé vrai est plutôt faux. Et si ce qu'on a supposé vrai est plutôt faux, c'est-à-dire non, c'est fausse, ça veut dire que c'est ceci qui est vrai d'après ce retour. Donc, en gros, c'est ça. On dira donc que montrer qu'une proposition P est vraie par l'absurde, c'est supposer que la négation de cette proposition à montrer vrai est vraie. Donc, montrer qu'une proposition P est vraie par l'absurde, c'est supposer que sa négation est vraie. C'est ça le raisonnement dit de l'absurde. Maintenant, le raisonnement direct, on va très vite. Le raisonnement de disjonction, si je veux montrer que c'est un raccourci. Si je veux montrer que P ou Q est vrai par un raisonnement mathématique, au lieu de si je suppose que P est vrai, ça va automatiquement dire que P ou Q est vrai. Parce que P ou Q est vrai si au moins l'une des propositions est vraie. Je vais plutôt supposer, on suppose que P est une proposition fausse. En supposant P fausse, dans le cadre mathématique, il y a certaines contraintes qui se créent. Et maintenant, on sera amené, en supposant ça, il sera question pour nous de montrer que Q est une proposition vraie. Donc, on suppose que la proposition P est fausse. Les éléments qui rendront la proposition P fausse feront en sorte qu'on tombe sur la proposition Q vraie. C'est ça, la méthode de démonstration. Dans le cadre du raisonnement direct ou le cadre de la contraposée. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, dans la démonstration dans le sens direct d'un prédicat, je vais prendre les prédicats les plus classiques, ou du moins les plus généraux. Si on vous demande, naturellement, qu'on va vous demander, si on demande de démontrer que la proposition, le prédicat, quel que soit X appartenant à E, il existe un Y appartenant à F, tel que P de X, Y. On me demande de démontrer ça. La démonstration de ce prédicat de manière fondamentale, c'est quoi? C'est le pour tout, comme il est devant, il est issu un Y. Le il existe ici dépend de ce pour tout. Donc, c'est soit X appartenant à E dans le cadre rédactionnel de la démonstration. Cherchons
y appartenant à f, tel que p de x, y vrai. Donc, voici la phrase qu'on écrit pour démontrer. Du coup, ça est supposé vrai et x appartenant à E est modélisé. En gros, on cherche maintenant y. Vous voyez que la démonstration de ce monsieur-ci renvoie tout simplement à chercher un y ou du moins à construire. Maintenant, dans la démonstration, je vais dire quoi? Quel que soit x éléments de E, je peux trouver un y appartenant à f tel que p de x, y soit vérifié. Exemple, on va prendre le cas de la définition des suites. Si je dis démontrer que U de n qui est égal à 1 sur n converge vers 0. Vous n'allez pas me dire que la limite de U de n est égale à la limite de 1 sur n qui va me donner bien évidemment 0. Ça, c'est pas la démonstration, d'accord? C'est pas la démonstration. Maintenant, pour démontrer, on va utiliser, n'est-ce pas, des techniques. La phrase quantifiée associée à la convergence d'une suite vers un point, c'est quoi? C'est quel que soit epsilon positif, démontrer ça revient à quoi? À montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un rang n epsilon appartenant à grand N pour tout n appartenant à n, n supérieur à n epsilon, entraîne que valeur absolue de U de n moins L, le point de convergence, est inférieur à epsilon. Voilà en gros ce qu'on a comme preuve. Bon, le strict implique le large, je peux me priver du large, d'accord? Parce que le strict implique le large. Maintenant, dans cette optique, qu'est-ce que je fais? Je vais démontrer ça. Démontrer ça, c'est quoi? C'est soit epsilon positif, cherchons n epsilon appartenant à grand N. Cherchons n epsilon appartenant à grand N, tel que n supérieur à n epsilon entraîne. L là, c'est quoi ici? Dans notre cas, c'est 0. Inférieur à epsilon. Donc, j'admets ça vrai et je veux construire mon n epsilon. Comment donc faire pour construire ce n epsilon? Je sais que epsilon est un réel positif. Epsilon est un réel positif. Si je prends mon epsilon comme étant n moins n epsilon, il sera positif, naturellement. Mais n'oublions pas que je suis en train de chercher epsilon. Donc, j'ai deux cas de figure, j'ai deux méthodes de démonstration qui se présentent à moi. La premier cas de figure, c'est que j'aurai quoi? Valeur absolue de U de n moins 0 inférieur à epsilon renvoie à dire quoi? Est logiquement équivalent à dire que valeur absolue de 1 sur n est inférieure à epsilon. On est d'accord? Or, n est un entier naturel. N appartient à grand N, ça veut dire que cette quantité-ci est positive. Donc, je dirais, j'ai ça, mais ceci est vrai, je vais dire, dès que 1 sur n est inférieur à epsilon, qui est vrai dès que, quoi, 1 sur epsilon est inférieur à n. Vous voyez? Or, mon n est un entier naturel. Et n'oublions pas que cette condition-ci, n est plus grand que n est epsilon. Donc, il est question pour moi de prendre un entier naturel appartenant à un entier naturel
qui est plus petit que n et qui respecte cette configuration aussi. Ça veut dire que je dois être capable en gros de dire que je peux substituer ça par n epsilon comme ça, qui est plus grand que n. Mais déjà, dès que n est plus grand que n epsilon, c'est vérifié. Un c'est epsilon, donc représente quoi? Ça représente un nombre réel. Donc du coup, si je veux un entier, ça veut dire que il est positif, donc c'est positif. La partie entière de 1 sur epsilon plus 1, je peux l'appeler n. À partir de la partie entière de ça, c'est vérifié. Hein, parce que ceci, n'oublions pas que, si je veux préciser, oui, si je veux préciser, je vois que on a partie entière de 1 sur epsilon, qui est plus petit que 1 sur epsilon, qui est plus petit que n. Donc, en gros, je veux un entier qui est plus grand que celui-ci. Plus grand que celui-ci, mais celui-ci est plus grand que cet entier. Donc, je peux faire plus 1. Je peux dire, prendre n égale à partie entière de 1 sur epsilon qui peut être plus 4. Parce que déjà, à partir de là, c'est vrai. Si c'est vrai à partir de ce monsieur, ça veut dire que même si j'augmente la valeur de n, ce sera toujours vérifié. Et enfin, vu que c'est n epsilon que je cherchais, d'où on peut prendre n epsilon, si on ne veut pas nécessairement que ce soit toujours plus petit que n, si l'inégalité inférieure ou égale marche, on peut prendre égal à la partie entière de 1 sur epsilon plus 2. Voilà en gros. Comme je peux naturellement dire que comme mon n est plus grand, comment dirais-je, je peux toujours construire epsilon à partir de là. Et là, c'est dans le deuxième cas de figure. Ça veut dire que je pars de cette inégalité, j'obtiens naturellement n moins n epsilon qui est strictement supérieur à 0. Et je peux appeler ça epsilon. Epsilon positif. Je peux prendre epsilon positif comme étant ce monsieur. Et par la suite, n'est-ce pas, je vois que mon 1 sur n est plus petit qu'epsilon. Du coup, je peux remplacer epsilon par sa valeur et trouver la valeur de 1, de grand N. Parce que, bien évidemment, ceci, c'est 1 sur n plus petit que epsilon. Du coup, 1 sur epsilon est plus petit que n. Je remplace epsilon par sa valeur, ou alors je remplace n par sa valeur. N, c'est quoi? J'ai n moins n epsilon qui est égal à epsilon. Ça veut dire que n, si c'est epsilon, c'est n petit n moins epsilon. Et je viens naturellement le remplacer dans l'équation du haut de petit n. Et puis ça sort la valeur de n epsilon. Non, je tire n. Ça veut dire que n est égal à epsilon plus n epsilon. Je viens remplacer. Et je tire la valeur de n epsilon. Du coup, ça me donne un encadrement. J'ai trouvé la valeur de n epsilon. Donc voilà un peu en gros comment est-ce qu'on peut résoudre pour démontrer ce genre de prédicat. Donc c'est pour tout, soit il existe, cherchons. Maintenant, nous avons un second cas de figure qui est généralement un cas assez intéressant. On peut nous donner un prédicat. Le prédicat pour tout x appartenant à E, P de x. La démonstration, c'est soit x appartenant à E, montrons P de x. Montrons que P de x est une proposition vraie. Pas heureusement direct, bien sûr. Je peux dire un exemple. Pour tout x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Nous voulons dire que soit x appartenant à R, montrons que x carré est toujours supérieur à 0. C'est bon? C'est-à-dire, si montrer ça revient à dire quoi? C'est-à-dire, montrons que x fois x est supérieur ou égal à 0. On a x appartenant à R, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0 ou x inférieur ou égal à 0 par définition des nombres réels. On est soit positif, soit négatif. S'il est supérieur à 0, ça veut dire que, en gros, le second x est supérieur ou égal à 0, je peux faire le produit, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que
x carré supérieur ou égal à 0. Maintenant, où on a ça, si x supérieur ou égal à 0, alors multiplier de part et d'autre par le même x ne change pas l'inégalité. Ça veut dire que j'aurai x carré supérieur ou égal à 0. Maintenant, si x est inférieur ou égal à 0, alors multiplier par un élément négatif va permuter l'inégalité. J'aurai x carré supérieur ou égal à 0. D'où x carré supérieur ou égal à 0 pour les deux configurations. Pas disjonction des cas. On dira donc que quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Voilà une preuve assez irréfutable dans le sens direct du terme. Donc, nous avons vu actuellement les méthodes de démonstration. Nous avons vu l'absurde, nous avons vu le raisonnement direct. Il est question maintenant pour nous d'entrer dans ce qu'on appelle la notion de contraposé d'un prédicat. Si j'ai un prédicat, pour définir la contraposée d'un prédicat, avant de chuter sur le dernier point, pour définir la contraposée d'un prédicat, on va se poser des cas ou des bases bien précises. D'accord? On va se poser des cas et des bases bien précises, notamment pour déterminer la contraposée d'un prédicat. Dans le sens assez conventionnel, il faudrait que ce prédicat se mette sous la forme d'une implication, à savoir peut-être, pour tout x appartenant à E, il existe un y appartenant à F. Je vais dire P implique Q. Voilà un prédicat. J'ai une proposition qui est issue de l'implication de deux autres, qui, n'est-ce pas, est modélisée par des éléments qui dépendent de x et y modélisés par des quantificateurs. Bien évidemment, je pourrais mettre ici P de x, y, Q de x, y pour être dans la forme qu'on souhaite. OK. La contraposée de ce prédicat, si c'est le pour tout, reste inchangé. Il existe un y appartenant à f. Donc, en gros, les quantificateurs ne changent pas dans le sens de la démonstration liée à la contraposée d'un prédicat. Les quantificateurs ne sont pas permutés. Ils restent identiques. Dans ce cas, j'aurai ça. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est définir la contraposée de l'implication qui est à l'intérieur du prédicat. Et la contraposée de ce monsieur, c'est non Q de x, y entraîne non P de x, y. En gros, c'est ça. Donc, voilà donc le principe de contraposée. Ok, ça veut dire que si j'ai un prédicat qui est défini par quelle que soit une fonction appartenant, disons un exemple, soit quel que soit f appartenant à l'ensemble des fonctions de classe C1, quel que soit l'ensemble des fonctions appartenant à la classe C0, définie de I vers R, si f est dérivable, alors f est continu. Non, là, dérivable, j'ai déjà défini C0, ça veut dire qu'elle est continue. On va plutôt dire, quel que soit f appartenant à l'ensemble des fonctions définies de I vers R, si f' de x0 appartient à R, alors f de x0 appartient à R. Ça veut dire qu'en gros, si f est dérivable par x0, alors f est continu en x0. En gros, donc, dans cette démonstration, on voit que ce monsieur-ci, si je vais utiliser la contraposée, ce sera f appartenant à l'ensemble des fonctions définies de I, l'espace vectoriel des fonctions définies de I vers R. La contraposée, c'est si f de x0 n'appartient pas à R, ça veut dire n'est pas fini, ou du moins n'existe pas, alors on aura f' de x0 qui n'appartient pas
R. Parce que si une fonction n'est pas continue en un point x est 0, alors elle n'est automatiquement pas dérivable en ce point x est 0. Donc, en gros, voici les éléments de base. Bon, maintenant, pour chuter, pour clore cette vidéo, on verra la transformation d'une conjonction en une implication, une disjonction à une implication, parce que l'implication est le cœur de la démonstration. Quand je dis le cœur, c'est parce que pour démontrer une implication, on a plusieurs types de méthodes de démonstration qu'on peut utiliser. On a le raisonnement direct, on a la contraposée, et bien évidemment, on a l'absurde. Donc, vous voyez donc que face à la démonstration d'une implication, on a trois armes assez puissantes pour casser le problème. Donc, comment donc transformer dans les cas qui sont parfois complexes en des cas classiques? Si je veux démontrer P et Q, on nous a dit, je vais mettre tout ce que je connais sur l'implication. Je sais que P implique Q est logiquement équivalent à non Q implique non P, qui est encore logiquement équivalente à non P ou Q. Et je sais également que la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc, en gros, si on me demande de montrer P et Q, c'est encore P et non Q. Donc, ceci est logiquement équivalent à P, la négation de P implique, vous avez bien deviné, non Q. Donc, démontrer P et Q revient à démontrer la négation de P implique non Q. Si je prends P ou Q, je vois que c'est logiquement équivalent à non P ou Q, qui renvoie naturellement à, vous l'avez bien deviné, hein, non P ou Q. Donc, c'est non ce monsieur ou ça qui renvoie à non P implique Q. Donc, si je veux démontrer P ou Q, que de montrer que l'un des deux est vrai, comme je vous l'ai dit, on a dit, on suppose l'un faux et on démontre le second. Et n'oublions pas que ceci est logiquement équivalent par contraposé à non Q entraîne non P qui me donne P. Donc, du coup, ça renvoie au fait que j'ai dit, on suppose l'un faux et on démontre que l'autre est vrai. Je suppose ça faux, supposons ça et montrons ça. Supposons ça et montrons ça. Donc, en gros, voilà d'où vient, n'est-ce pas, le jeu qui se cache derrière, n'est-ce pas, la logique et le raisonnement mathématique. Nous aurons maintenant à faire une séance avoisinant 1 heure de temps pour les exercices, pour que chacun de nous puisse comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on fait pour appliquer, n'est-ce pas, ces éléments aussi sensibles, aussi sexy, parce qu'on fait les bonnes choses comme celle-ci. On ne s'épuise pas ou on ne se lasse pas. Donc, si la vidéo vous a plu, nous sommes au thème. Si elle vous a plu, vous allez, n'est-ce pas, commenter, dites-nous les éléments qui vous ont paru assez compliqués, ou alors écrivez-moi directement sur WhatsApp au 6 96 78 86 64. Si vous êtes dans un autre pays que le Cameroun, vous ajoutez simplement plus 230 37 devant pour, n'est-ce pas, me contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger, pour avoir, n'est-ce pas, des meilleurs éclaircissements liés à la notion de logique et raisonnement mathématique, en attendant, bien évidemment, la série d'exercices qui viendra, qui concerne justement ce thème ou ce chapitre qui renvoie à l'algèbre générale. D'accord? C'est l'introduction à l'algèbre. À partir de là, on verra les notions ensemblistes, on verra les relations, on chutera par des applications pour enfin clôturer avec des structures algébriques, notamment les corps, les sous-corps, les morphismes de corps, les anneaux, les sous-anneaux, les morphismes d'anneaux, les groupes, les sous-groupes, les morphismes de groupes. Et par la suite, on verra l'algèbre 2 qui renvoie à l'algèbre linéaire et les applications linéaires, bien évidemment, sous-espaces vectoriels, espaces vectoriels de dimension finie, de dimension infinie. Et pour enfin, après le temps, bon, on verra entrer dans l'algèbre 3, qui est la réduction des endomorphismes, l'introduction à l'algèbre bilinéaire, notamment les espaces duals et préduals.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez bien évidemment nous encourager, nous vous demandons tout simplement de liker, de partager et de commenter pour que vos proches qui, n'est-ce pas, ont des difficultés à comprendre ces notions puissent, n'est-ce pas, venir s'imprégner de la connaissance sur notre plateforme. Du coup, je vous remercie. Merci d'avoir écouté la vidéo.